Hola a todos, aujourd'hui on va parler des discriminations religieuses basées sur l'alimentation en Espagne. Durant l'Inquisition espagnole, cuisiner à l'huile d'olive, manger un plat d'aubergine ou même prendre un bain pouvait suffire à vous envoyer au bûcher. Aujourd'hui on plonge dans les archives de l'Inquisition pour découvrir comment le safran, la coriandre ou même le simple fait de manger par terre sont devenus des preuves d'hérésie. Une histoire terrible qui montre comment les habitudes alimentaires, au-delà du dogme, ont été l'arme la plus insidieuse de la persécution. Le porc, ainsi que les règles qui définissent la loi judaïque et celles qui définissent la loi musulmane, serviront souvent, lors des procès de l'Inquisition espagnole, à débusquer les faux convertis. Au cours des XIVe et XVe siècles, de nombreux juifs et musulmans, sous la pression, vont se convertir au christianisme. Mais ce sera surtout le cas après leur conversion forcée, décidée par les rois catholiques dès la fin du XVe siècle pour les juifs et le début du XVIe siècle pour les musulmans, ceux qu'on appellera les maranes et les morisques. Et au cours de cette vidéo, on va voir aussi que les soupçons d'hérésie, souvent faits sur dénonciation, porteront sur d'autres aliments des marqueurs identitaires qui n'ont rien à voir avec la religion, mais plutôt avec des habitudes culinaires et culturelles. Les archives relatives au procès de l'Inquisition espagnole regorgent d'exemples surprenants. On peut commencer avec le cas d'Elvira del Campo, dont le procès est retranscrit dans les archives de l'Inquisition. Elvira del Campo vivait à Tolède, où elle a été jugée en 1567 par le Saint-Office. Elle est une descendante de juifs convertis et elle est considérée comme une bonne chrétienne par ses domestiques et ses voisins. Pourtant, ce sont eux qui l'accusent de refuser de manger de la viande de porc et même de refuser de la toucher à main nue. Elle est, au moment du procès, enceinte et elle va avancer différentes raisons liées à l'hygiène pour expliquer son comportement. Peu convaincus, les juges vont alors la soumettre 2 fois à la torture. La première fois sans résultat et la deuxième fois, elle finit par avouer qu'avant de mourir, sa mère lui avait enjoint de ne pas manger de porc et de respecter le Shabbat. Le 13 juin 1568, elle est condamnée à 3 ans de prison et au port du San Benito, l'habit infamant de la repentance. Elle va finalement sortir de prison au bout de 6 mois, mais elle va finir sa vie dans la rue. Refuser de manger du porc était le signe le plus évident de la survivance des pratiques considérées comme non chrétiennes. Et une des façons les plus efficaces de confronter la sincérité des nouveaux convertis, c'était de leur en faire manger en public. Les festins organisés pendant les fêtes chrétiennes permettaient de débusquer celui qui refusait de manger du cochon ou de boire du vin. Il était aussitôt dénoncé comme crypto-juif ou crypto-musulman. Et c'est certainement la raison pour laquelle on trouve toujours autant de plats traditionnels qui contiennent du porc en Espagne et au Portugal. J'en avais parlé ici. La viande du porc a servi de marqueur fort de distinction entre les communautés, et ça a été aussi le cas du saindoux. Le saindoux, c'est de la graisse de porc qui a été la principale source de matière grasse utilisée par les chrétiens pour cuisiner. Parce que pour cuisiner, les juifs et les musulmans, eux, se servaient quasi exclusivement de l'huile d'olive. L'utilisation de l'huile d'olive, tout comme l'évitement de l'utilisation de la graisse de porc, pouvait suffire à dénoncer le crypto-juif ou crypto-musulman. La graisse de porc se nomme manteca de cerdo en espagnol, et c'est ce mot qui donne son nom à plusieurs pâtisseries ibériques, la mantecada de la province de Léon et les mantecaos andalous qui contiennent traditionnellement de la graisse de porc. Et c'est bon à savoir quand on vient en Espagne. Les crypto-juifs et crypto-musulmans, ceux qui continuaient de pratiquer en secret leur religion, faisaient parfois frire du saindoux pour que son odeur se répande et les protège des suspicions des voisins. Ils pouvaient même suspendre un jambon à leur fenêtre pour afficher un christianisme de façade. En tout cas, une maison qui ne sentait pas la graisse de porc mais l'huile d'olive était une maison suspecte, sujette à la dénonciation de pratiques hérétiques. Certains disaient même que l'odeur de l'huile d'olive était une façon d'évaluer l'importance de la communauté juive dans un quartier. Andrés Bernaldez, archevêque de Séville, écrit au début du XVIe siècle dans son Histoire des rois catholiques que la puanteur des Juifs venait du fait que c'étaient des goinfres, qu'ils n'avaient jamais abandonné leurs coutumes juives, qu'ils mangeaient des plats préparés avec des oignons et de l'ail frit dans de l'huile, qu'eux-mêmes sentaient l'huile, qu'ils faisaient cuire la viande dans de l'huile à la place du saindoux ou du lard,
et que cuire la viande dans de l'huile donne mauvaise haleine. En avril 1636, Alonso de Alarcón, un tisserand de Tolède, fut torturé sur le chevalet jusqu'à en perdre conscience. Surtout accusé de blasphème contre la Vierge Marie, on lui reproche aussi d'avoir mangé de la perdrix un vendredi, preuve de sa judaïté, puisque les chrétiens ne mangent pas de viande ce jour-là. Dans le procès d'Elvira del Campo, ses domestiques l'accusent aussi de laver la viande avant de la consommer, une autre pratique qui dénonçait les juifs et les musulmans, qui pour éviter de consommer le sang prohibé, lavent ou font tremper la viande. De la même façon, respecter le Shabbat en ne cuisinant pas le samedi ou refuser une invitation à manger pendant le Ramadan pouvait vous causer de graves ennuis. Et bien sûr, là on est toujours dans le cadre de discrimination liée à des pratiques religieuses. Mais d'autres habitudes non cultuelles pouvaient aussi démasquer une supposée hérésie. Le couscous, bien que consommé pendant des siècles par les trois religions, est devenu tout à coup essentiellement associé aux musulmans et pouvait vous mener droit devant le Saint-Office. En 1547, une morisque de Tolède fut traduite devant un tribunal parce qu'elle mangeait du couscous, assise au sol, autour d'un plateau en compagnie d'autres morisques, formant avec ses mains des boulettes, conformément aux usages des membres de la secte de Mohammed. L'écrivain madrilène Lope de Vega fait dire à un de ses personnages « Vous connaissez les morts ?» Ce à quoi on lui répond « Ce sont les gens qui mangent du riz, du raisin, des figues et du couscous. » Et la coriandre à laquelle j'ai consacré une vidéo a été, elle aussi, utilisée dans les procès de l'Inquisition au XVIe siècle pour dénoncer les hérétiques, une plante perçue comme une herbe du mal. Une herbe tellement sulfureuse que tout le monde, y compris les chrétiens, a cessé de l'utiliser en Espagne pour ne pas être soupçonné de pratiques déviantes. Au point qu'aujourd'hui encore, elle est largement absente de la cuisine espagnole. L'aubergine va connaître un peu la même histoire, fortement associée aux juifs et aux musulmans, sans disparaître pour autant de la cuisine espagnole, elle est restée longtemps un produit suspect. Et je raconte son histoire incroyable dans cette vidéo. Encore plus surprenant, le safran, épice indispensable à la paella, a lui aussi connu sa période de soupçon. Non pas à cause de l'épice elle-même, mais en raison de la couleur orange qu'elle donnait au pain du Shabbat et aux sauces des plats judéo-arabes. Et d'autres aliments ne sonnaient pas vraiment catholiques non plus en Espagne. Ça va être par exemple le cas des pois chiches, des fèves ou des boulettes de viande. Et si on regarde bien, plusieurs de ces produits suspects ont un nom d'origine arabe. Et aujourd'hui encore, en espagnol, les haricots sont appelés rodillas, ce qui signifie littéralement « juive ». Au début du XVIIe siècle, le prêtre dominicain Jaime Bleda, dans une paroisse morisque près de Valence, était un féroce partisan de l'expulsion des morisques. Il va déverser une partie de son mépris pour les convertis et sur la nourriture qu'ils consommaient. Il nous dit qu'ils mangeaient des choses viles, des légumes secs, des lentilles, des fèves, du millet, du pain de millet. Avec ce pain, ceux qui le pouvaient mélangeaient des raisins secs, des figues, du sirop, du miel, du lait et des produits du jardin. Ils se gavaient de concombres, d'aubergines et de melons. Leur viande était habituellement du chevreau ou de l'agneau. Ils étaient de grands amateurs de poissons bon marché, de la morue, des sardines et de salade verte. Un autre prêtre a dénoncé les morisques dans des termes similaires, les qualifiant d'être les plus vils des peuples. Leur repas était grossier. Ils mangeaient toujours par terre, sans table ni aucun autre meuble. Ce qu'ils mangeaient étaient des choses viles, des légumes, des céréales, des fruits, du miel et du lait. Ils ne boivent pas de vin et ne mangent pas de viande à moins qu'elle ne soit abattue par eux. Et évidemment, l'abattage rituel sera lui aussi interdit. Mais en dehors des aliments eux-mêmes, des habitudes vont aussi dénoncer les convertis. Certaines pratiques liées à l'hygiène reviennent souvent dans les accusations. Se laver les mains avant de manger, prendre des bains et encore plus, faire ses ablutions rituelles. Les hammams, les bains morts, eux-mêmes un héritage romain et utilisés pendant des siècles, y compris par les chrétiens, vont disparaître après l'expulsion des derniers morisques. À Grenade, en 1532, Charles Quint exprime clairement, dans une lettre, que les nouveaux convertis ne doivent en aucun cas aller au hammam avant la messe dominicale. Déjà au XIIe siècle,
le fuero de Teruel interdisait aux convertis de se baigner le dimanche. Les morisques qui se rendaient au hammam les jeudis soirs et les vendredis, jour de la grande prière musulmane, devenaient suspects. En 1564, une ordonnance interdit à Valence de se baigner le jeudi et pendant les fêtes. Mais finalement, ce sont surtout les moriscas, les musulmanes convertis qui vont être scrutées, et notamment dans leur salle de bain privée. Isabel Hernandez, une morisque, fut accusée de s'être entièrement lavée chez elle en vue de performer une ablution rituelle, le wudu, qu'on appelle guadoc en espagnol, et qui était condamnée par l'Inquisition. Et ces condamnations vont durer jusqu'à la fin du XVIe siècle, et dans un traité contre l'islam, le théologien Pedro Guerra de Lorca critique encore en 1586 les morisques pour le temps qu'elles passaient à se prélasser dans les bains, à manger et à se maquiller. Mais on voit aussi dans le procès de Elvira del Campo que porter des vêtements propres le jour du Shabbat était une preuve de sa judaïté. Changer ses vêtements à des dates précises était une autre preuve d'hérésie. Par ailleurs, dans le texte de Pedro Aznar Cardona, on constate aussi que manger assis par terre, sur un tapis, mais jamais à table, relevait de pratiques blâmables. Lope de Vega était un écrivain célèbre, connu pour sa ferveur catholique, un écrivain dont on peut visiter la maison aujourd'hui à Madrid. Dans ce musée, on peut constater que la pièce réservée aux femmes comportait une estrade recouverte d'un tapis où les demoiselles s'asseyaient. Ça nous montre que les influences maures ont perduré au moins jusqu'à la fin du XVIIe siècle dans les familles espagnoles. Et les arts aussi pouvaient vous dénoncer. Les Maures avaient développé une sorte de flamenco, peut-être une évolution d'une danse plus ancienne, qui se nomme la zambra en espagnol. Et être accusé d'avoir dansé la zambra faisait aussi partie des preuves à mener lors d'un procès. Et tout cet ensemble de pratiques suspectes finit par être résumé dans un acte que Philippe II édicte en 1567. L'idée était de purifier les nouveaux convertis, d'extraire tout ce qui pouvait les rattacher rituellement ou culturellement à la culture maure. Dans la ville de Grenade, les morisques restaient majoritaires et représentaient une menace pour les vieux chrétiens qui les considéraient comme une possible cinquième colonne, des gens susceptibles d'aider les pouvoirs musulmans, ceux du Maroc, mais surtout celui de l'Empire ottoman. Et c'est dans ce but qu'une suite d'interdits va être promulguée. Interdiction de parler, de lire et d'écrire en arabe dans un délai de 3 ans. Annulation des contrats rédigés dans cette langue. Remise des livres écrits en arabe détenus par les morisques avec possibilité de restitution après examen. On y lit aussi que lors des mariages, des fiançailles et des fêtes similaires, les convertis devaient suivre les coutumes chrétiennes en ouvrant les fenêtres et les portes sans organiser de zambras ni de leilas, interdiction des instruments et des chants morisques, même s'ils n'étaient pas contraires au christianisme. Interdiction de célébrer le vendredi, interdiction des noms et des surnoms morts, interdiction faite aux femmes de s'enduire de henné, interdiction d'utiliser les bains publics et destruction des hammams qui existaient encore. Expulsion des musulmans d'Afrique du Nord encore présents, et interdiction faite aux morisques d'avoir des esclaves de cette lignée, puisque de nombreux musulmans étaient encore réduits en esclavage en Espagne. Révocation des autorisations pour posséder des esclaves noirs, et là cette interdiction, c'était pas pour lutter contre l'esclavage, mais bien pour affaiblir le pouvoir des morisques. Mais on remarque aussi la 4e mesure, qui oblige les morisques à s'habiller à la manière castellane, sans confectionner de tunique masculine, ni de voile ou de manteau féminin. Cette mesure s'étend jusqu'au type de chaussures autorisées et impose aux femmes moriscas d'avoir le visage découvert. Alors vous voyez peut-être où je veux en venir. Tout ça ressemble beaucoup aux demandes d'une certaine partie de la classe politique actuelle, que ce soit en France, en Espagne ou au Québec. Alors bien sûr, il faut toujours éviter les raccourcis quand on fait de la recherche, et en histoire, comparaison n'est pas raison. Absolument. C'est-à-dire que si vous êtes président, Je rétablis la loi de 1803. un Français n'a pas le droit d'appeler son fils Mohamed. Non. Mais on ne peut être que frappé par la similitude des revendications actuelles, certainement héritières de cette histoire longue, faite d'invasion, d'exclusion, de conversion, de colonisation et d'immigration. Voilà pour ces histoires de discrimination liées à l'alimentation et aux pratiques culturelles. Espérons que les presque 5 siècles qui nous séparent de cette période terrible nous permettent de mieux gérer aujourd'hui ce nouveau vivre ensemble.
Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo, merci de la liker, de la commenter, de la partager, de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, d'activer la cloche parce que c'est important. Et on se retrouve bientôt pour un autre sujet. Hasta luego.